Imaginez découvrir que toute votre vie a été construite sur des secrets et des mensonges. Vous pensez connaître votre famille, comprendre votre passé, mais soudainement, tout s'effondre. Maintenant, mettez-vous à ma place. Vous recevez un appel inattendu qui révèle une vérité que vous n'auriez jamais imaginée. Une vérité qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur qui vous êtes et d'où vous venez. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle commencent à s'emboîter, vous réalisez qu'il y a plus de questions que de réponses. Et alors, le dilemme surgit. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour découvrir la vérité sur votre propre histoire? Préparez-vous à un voyage plein d'émotions, de révélations inattendues et de choix difficiles. Parce que parfois, le passé ne reste pas là où il devrait être et nous oblige à l'affronter d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et cette histoire, mon histoire, parle de cela. Je m'appelle Doen et j'ai été la première fille de ma mère. Elle m'a eue alors qu'elle était encore en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Elle s'est mariée jeune, juste après le lycée, avec mon père, Matteo. Ils étaient plus concentrés sur l'amour que sur l'argent, ce qui n'a pas bien fonctionné pendant longtemps. J'étais encore un enfant quand elle a rencontré Sven, un type avec beaucoup d'argent et une voiture de luxe. Elle est partie. Mon père m'a emmené avec elle et n'a jamais regardé en arrière, sauf pour encaisser les chèques de la pension alimentaire. Au début, Sven semblait gentil. Il m'apportait des friandises et me laissait jouer dans son grand bureau rempli d'objets brillants. Mais ma mère a changé en sa présence. Elle me regardait toujours comme si je lui rappelais une vie qu'elle voulait oublier. Un soir, je les ai entendus parler dans la cuisine pendant que je devais regarder la télévision. Elle ressemble trop à Matteo, a dit ma mère brusquement. Toujours à poser des questions, toujours à me regarder comme il le faisait. À ce moment-là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais ça m'a fait mal de l'entendre parler de moi comme si j'étais un problème. Je voulais mon vrai père. Bien sûr, il vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, mais chaque moment avec lui était amusant, même si nous ne faisions que jouer dans le parc ou manger une pizza bon marché. Les mots de ma mère cette nuit-là sont restés gravés en moi, et avec le temps, elle est devenue plus critique. « Tu ne sais rien faire correctement », me disait-elle chaque fois que j'essayais d'aider à la maison ou que je faisais mes devoirs dans le salon. Mon père, en revanche, était différent. « Tu fais ça très bien, Amélie », me disait-il chaque fois que je lui montrais mes notes ou un dessin de l'école. Ne laisse personne te dire le contraire. La vie de ma mère chez Sven est devenue plus stressante. Quand j'ai commencé à aller à l'école, ma mère parlait toujours des apparences, de la façon dont je devais porter les bons vêtements et sortir avec les bons garçons. Pourquoi tu ne peux pas t'habiller comme la fille de Karen? Regarde là, disait-elle en me montrant une photo d'une fête à laquelle je n'avais pas été invitée. Un jour, après m'avoir grondé parce que j'avais laissé de la boue dans le couloir, j'ai fini par lui répondre. Au moins, papa ne crie pas pour un peu de saleté. La gifle a été rapide. Sa main m'a piqué la joue avant que je ne m'en rende compte. Je l'ai vu bouger. Ne parle pas ainsi de ton père, a-t-elle sifflé, son visage près du mien et son souffle sentant le café et la colère. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je les ai retenus comme papa m'avait appris. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je me suis promis de ne pas la laisser me voir pleurer. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Quand maman a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte, toute la maison a pris un air différent, comme si quelque chose de grand était sur le point de changer, et pas dans le bon sens. Elle avait cette lueur dont les gens parlent quand ils sont enceintes. Mais il ne semblait jamais briller dans ma direction. Je vais avoir un bébé avec l'homme que j'aime. Ça va être parfait, dit maman un après-midi, en se frottant le ventre, tandis que Sven souriait comme s'il avait gagné un prix. Sven, toujours charmant, ajouta, nous devons rénover la chambre d'amis pour qu'elle soit digne d'une petite princesse. Mon cœur s'est serré. Ils parlaient de ma chambre, mon petit coin dans leur monde. Qu'en est-il de ma chambre? Demandai-je en essayant de garder une voix ferme. Maman me lança un regard, et son sourire devint tendu. Tu peux déménager dans la petite chambre, Amélie. C'est juste, le bébé aura besoin de place. La façon dont elle l'a dit, on aurait dit que c'était déjà décidé, il n'y avait pas de place pour la discussion. Alors j'ai déménagé. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis installé dans la plus petite chambre de la maison, à peine plus grande qu'un placard. Le temps a filé et bientôt Nina est née. Tout le monde parlait d'elle. N'est-ce pas le bébé le plus beau que tu aies jamais vu? Disait maman avec enthousiasme à ses amis au téléphone, berçant Nina comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Oui,
Elle est adorable, murmurai-je, essayant de participer à la conversation. Belle était un euphémisme. Nina était adorable, et je n'ai pas pu m'empêcher de l'aimer dès le moment où je l'ai vue. Je voulais être une bonne grande sœur, participer et aider. Un après-midi, j'ai essayé de me faufiler dans la chambre de Nina pendant que maman était occupée dans la cuisine. J'entrai sur la pointe des pieds, regardant par-dessus le berceau ma petite sœur qui gazouillait joyeusement. « Bonjour, Nina », chuchotai-je, lui tendant un doigt pour qu'elle l'attrape. Mais maman a dû m'entendre parce que, soudain, elle était à la porte avec une voix aussi tranchante qu'un couteau. « Que fais-tu, Amélie ? Je t'ai dit de demander avant d'entrer dans sa chambre. »« Je voulais juste la voir, » protestai-je, sentant les larmes familières me piquer les yeux. Je voulais aider. Mais papa était différent. Pendant l'un des week-ends que j'ai passé avec lui, il s'est ouvert pendant que nous mangions de la pizza dans notre endroit préféré. Maman est toujours nerveuse quand je suis près de Nina. C'est comme si elle pensait que j'allais la casser ou quelque chose comme ça, lui dis-je. Papa est resté pensif avant de répondre. Tu sais, Amélie, certaines personnes ont du mal à partager l'amour. C'est comme si elle pensait qu'il n'y avait qu'un certain nombre d'amour pour tout le monde, mais souviens-toi que tu as un grand cœur. Ne laisse pas le comportement de ta mère te faire penser le contraire. Ces paroles ont aidé un peu, mais de retour chez maman, la distance entre nous continuait de grandir. Même quand j'essayais de partager des histoires sur l'école ou les amis, l'attention de maman était toujours divisée, moitié à m'écouter, moitié à regarder Nina. Un jour, je suis rentrée à la maison avec un prix de l'école, la 2e place à la foire des sciences. J'étais très excitée, serrant le certificat comme s'il était un billet pour son approbation. « Regarde, maman, j'ai gagné ça !» m'exclamai-je, en le lui tendant alors qu'elle nourrissait Nina. « C'est joli, chérie », dit-elle sans lever les yeux. « Mets-le sur le frigo ou quelque chose. »« Ou quelque chose », me dis-je, sentant les mots vides. J'ai collé le certificat sur le frigo, un peu de travers, et j'ai reculé d'un pas. Pour eux, ce n'était qu'un morceau de papier de plus, un autre jour dans l'ombre de Nina. Quand je suis arrivée au lycée, les choses allaient assez mal à la maison. Entre les épaules froides de maman et l'indifférence de Sven, je me sentais plus comme une invitée que comme une partie de la famille. C'est alors que la bombe est tombée. Maman a décidé qu'il était temps que je vive avec papa de façon permanente. Le jour où elle me l'a dit, nous étions en train de dîner. C'était l'un de ces rares moments où nous n'étions que toutes les deux à table. Sven était en retard au travail et Nina était déjà couchée. « Amélie, nous devons parler de ton avenir », a commencé maman en poussant la nourriture sur son assiette avec sa fourchette. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, seulement un ton froid et sérieux qui m'a immédiatement rendue nerveuse. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé, essayant de paraître désinvolte, mais mon cœur battait la chamade. « Nous avons parlé et nous pensons que le mieux serait que tu déménages chez ton père. Avec l'arrivée du nouveau bébé, les choses ici sont, eh bien, compliquées. » J'ai failli m'étouffer avec l'eau. Déménager chez papa ? Pourquoi ? Je pensais que tout allait bien ici. Maman a soupiré, un son plein d'impatience. Écoute, Amélie, tu n'es plus une enfant. Tu as besoin de ton propre espace, et ici, nous ne pouvons pas te l'offrir. Pas avec la nouvelle situation. C'est étroit et, franchement, la charge financière est plus importante que ce que nous avions prévu. Ainsi, c'est mieux pour tout le monde. J'ai écarté mon assiette, je n'avais plus faim. Et l'école et mes amis. Tu peux aller dans une autre école et te faire de nouveaux amis, m'a-t-elle dit, comme si c'était aussi simple, comme si ma vie pouvait facilement être remplacée. J'avais l'impression de devoir effacer ma vie et tout recommencer, sans problème. Les semaines suivantes furent floues tandis que j'emballais mes affaires, tout mon monde se rétrécissant dans des cartons. Livres, vêtements et les rares souvenirs qui signifiaient quelque chose pour moi. Sven a à peine dit au revoir et Nina, trop jeune pour comprendre, m'a fait un câlin confus. Le jour du déménagement a été difficile. Papa vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. C'était propre, mais encombré de souvenirs d'une vie en pause depuis que maman l'avait quitté. Il était là, m'attendant les bras ouverts et un sourire inquiet quand je suis arrivée. L'appartement ne ressemblait en rien à la maison où j'avais grandi. Ma nouvelle chambre était 2 fois plus petite que l'ancienne, avec des murs qui avaient besoin d'être repeints et une fenêtre donnant sur un mur de briques. Mais c'était calme et papa faisait tout son possible pour que je me sente chez moi. Le premier jour dans la nouvelle école a été difficile. En marchant dans les couloirs bondés,
Je pouvais sentir les regards et entendre les murmures. C'est la nouvelle fille, disait-il, comme si j'étais une rareté. En classe, je me renfermais sur moi-même, griffonnant dans mon cahier et essayant de bloquer les murmures. Quand la cloche a sonné, j'ai été la première à sortir. Comme je ne voulais pas rester à la maison, papa a remarqué mon humeur. « Comment se sont passés les cours ?» a-t-il demandé, essayant de garder un ton léger. « Bien, ai-je menti ? J'ai enlevé mon manteau et laissé mon sac à dos près de la porte. Si les choses deviennent difficiles, dis-le-moi, d'accord ? On est ensemble dans cette histoire. Tu n'es pas seule, Amélie. » Ces mots signifiaient beaucoup, mais la solitude que je ressentais était profonde et déchirante. Il ne s'agissait pas seulement de manquer mes vieux amis ou la grande maison. Je me sentais comme si on ne voulait pas de moi, comme si on m'avait jeté parce que j'étais un fardeau trop lourd. M'adapter à la vie chez papa n'a pas été facile, mais j'ai vite compris que si je ne me ressaisissais pas, les choses empireraient. Un matin, je me suis levé, j'ai regardé ma petite chambre et j'ai décidé qu'il était temps de prendre ma vie en main. Personne ne le fera à ma place. J'ai murmuré, ai-je dit immédiatement. Papa leva les yeux de son café et dit « Ces derniers temps, tu sembles plus déterminée, Amélie. À quoi penses-tu » J'ai remué les céréales, pensant à la façon de l'exprimer avec des mots. Je veux faire quelque chose pour moi-même, papa. Je ne veux pas rester coincé, tu sais. Il a hoché la tête, avec une expression sérieuse sur le visage. Je comprends, ma fille. Quel est le plan ? Cette bourse, la grande, pour les meilleurs étudiants. Je vais l'obtenir, déclarai-je, plus pour me convaincre moi-même que lui. Le sourire de papa était tout le soutien dont j'avais besoin. J'avais besoin de cette bourse, et si quelqu'un pouvait l'obtenir, c'était moi. Papa m'a dit, « Dis-moi ce dont tu as besoin de moi. » L'école était dure, avec de longues heures passées à me mettre à niveau et des après-midi encore plus longs enterrés dans les livres. Mes professeurs ont remarqué le changement. Même les plus durs semblaient respecter tous les efforts que je déployais. Monsieur Jérémy, mon professeur de mathématiques, m'a arrêté un jour après les cours. « Amélie, ton travail s'est beaucoup amélioré. Qu'est-ce qui t'a motivé ?» m'a-t-il demandé. « J'ai besoin de cette bourse, » ai-je répondu sans détour, ramassant mes affaires. « J'ai des projets, et rester coincé ici pour toujours n'en fait pas partie. » Monsieur Jérémy m'a étudié un moment puis a hoché la tête lentement. « Eh bien, continue comme ça et fais-moi savoir si tu as besoin de plus d'aide. Je suis là. » Ce n'était pas facile de se faire des amis, mais j'ai réussi à trouver quelques personnes à qui ça ne dérangeait pas que je me concentre sur mes objectifs. Pendant le déjeuner, je m'asseyais avec Linda et Peter, deux personnes qui n'étaient pas vraiment populaires, mais qui savaient rire. « Amélie, maintenant tu es comme une ninja de la bibliothèque, non ?» plaisanta Peter un jour, me donnant un coup de coude alors que nous nous asseyions avec nos plateaux. J'ai esquissé un sourire. « Oui, je dois être discrète si je veux les meilleures places pour étudier, » ajouta Linda d'une voix douce mais sincère. « Ce que tu fais est bien, Amélie. La plupart ne s'en donneraient pas la peine. » Les jours sont devenus des mois et la pression augmentait à mesure que les dates limites d'inscription approchaient. Papa était mon rocher, il était toujours là avec un repas chaud et m'écoutait quand le stress devenait trop fort. Le jour où j'ai reçu la lettre de la bourse, mes mains tremblaient en l'ouvrant. Papa était là, retenant son souffle. J'ai parcouru les mots avec le cœur battant puis j'ai crié si fort que les voisins m'ont probablement entendu. « Je l'ai eu, papa, je l'ai eu. » J'ai sauté avec la lettre flottant dans ma main comme un drapeau de victoire. Papa m'a serré dans ses bras, riant et applaudissant avec moi. Je le savais, je savais que tu pouvais le faire. Quelques mois plus tard, quand j'ai fait mes valises, je me sentais prête. L'avenir était prometteur, et pour la première fois, j'ai senti qu'il m'appartenait vraiment. Je partais, mais j'emportais avec moi toutes ces leçons, tout cet amour et cette sagesse durement gagnée. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention et établi une carrière solide, j'ai enfin eu l'impression de marcher sur un terrain stable. J'avais 25 ans, je réussissais bien dans mon travail et je venais de commencer à sortir avec un gars formidable du travail nommé Félix, qui n'avait fait que me soutenir. Puis, soudainement, ma mère m'a appelé. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis que j'avais déménagé, mais tout d'un coup elle me demandait. Non, plutôt elle me disait quelque chose. « Amélie, ta sœur Nina va aller à l'université dans ta ville. Nous avons payé ses frais de scolarité et nous pensons que le mieux serait qu'elle reste chez toi, » a dit maman,
laissant clairement entendre que ce n'était pas seulement une suggestion. J'ai hésité, les souvenirs de notre relation tendus tourbillonnant dans ma tête. Mais je voulais croire que cette fois, les choses pouvaient être différentes. Daggered Mamanjadarai Nina. Ce serait bien de renouer le contact, dis-je, essayant de dissimuler mes doutes. Nina a emménagé 2 semaines plus tard et il est apparu immédiatement que nous étions très différentes. Elle était aussi éblouissante que toujours, complètement centrée sur son apparence et menant un style de vie hautement sophistiqué. Elle est arrivée avec une valise pleine d'attentes et une personnalité qui s'attendait à ce qu'elle soit satisfaite. Peux-tu t'assurer que nous avons du lait d'amande et du chou frisé ? Je suis un régime spécial, a déclaré Nina nonchalamment le premier soir en se regardant dans le miroir. Bien sûr, je les ajouterai à la liste des courses, lui ai-je répondu, essayant de rester conciliante. Mais vivre avec Nina s'est avéré être plus difficile que prévu. Elle sortait faire la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain et rentrait souvent à la maison à l'aube, son rire insouciant résonnant dans tout l'appartement, tandis que je restais éveillée, inquiète pour le travail, les réunions et les présentations. Un après-midi, Félix est venu à la maison pendant que Nina se préparait pour une autre soirée. J'ai remarqué qu'elle lui souriait avec trop de douceur et pendant trop longtemps. Lorsqu'il est parti, Félix a parlé. « Amélie, je pense que Nina a mal compris mes intentions. Elle a été, enfin, coquette. » J'ai ressenti une vague de colère et de honte. « Merci de me l'avoir dit, Félix. Je vais lui parler. » Quand j'ai confronté Nina, elle a ri. « Allons, Amélie. Je suis juste gentille. Et puis, comment pourrais-je empêcher qu'il m'aime ? C'est mon fiancé, Nina. Tu dois le respecter, répondis-je d'une voix ferme. Son rire est devenu froid. Amélie, j'ai l'habitude d'obtenir ce que je veux. Ça a toujours été le cas. C'était la goutte de trop. Je ne pouvais pas vivre comme ça, en ayant l'impression de devoir protéger ma vie de ma propre sœur. Tu dois trouver un autre endroit où vivre, Nina. Ça ne fonctionne pas, lui dis-je, laissant clairement entendre que j'étais sérieuse. Je lui ai dit que ma décision était définitive et Nina est partie en claquant la porte. Au bout d'1 heure, mon téléphone a sonné. C'était maman, et sa voix était froide et tranchante. « Tu es une fille très jalouse, Amélie. Tu ne supportes pas de voir ta sœur heureuse, n'est-ce pas ? Je veux juste du respect, maman. C'est tout, répondis-je. Mais c'était comme parler à un mur. Après cela, les choses se sont calmées entre Nina et moi. J'ai appris par les rumeurs qu'elle avait quitté l'université et qu'elle errait dans ses cercles sociaux, enchantée et capricieuse. Quant à moi, je me suis recentrée sur ma vie avec Félix, sur mon travail et sur la reconstruction de mes limites. 3 ans se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai essayé de régler les choses avec ma famille. Les choses allaient bien. J'étais en train de monter en grade au travail et la vie avec Félix était meilleure que jamais. Puis j'ai appris ce qui était arrivé à Nina. Elle avait quitté l'université et s'apprêtait à épouser un homme riche qu'elle avait rencontré. Ressentant un mélange de curiosité et de bienveillance, j'ai pris le téléphone pour appeler chez moi et la féliciter. Maman a répondu avec sa voix froide et distante habituelle. « Maman, j'ai entendu parler du mariage de Nina. Je voulais juste te féliciter, commençai-je, essayant de garder un ton léger. Ne te dérange pas. Nous ne t'attendons pas au mariage. C'est seulement pour les riches et nous n'avons pas besoin de mendiants, cracha-t-elle ses mots coupants. J'ai serré un peu plus le téléphone, ressentant la vieille brûlure du rejet. Vraiment, maman, tu vas vraiment être comme ça. Que t'attendais-tu, Amélie ? Tu as toujours été la difficile. Ne t'approche pas, dit-elle avant de raccrocher. Je suis restée là, debout, avec l'éponge à la main et la tonalité de fin d'appel résonnant dans mes oreilles. La douleur était réelle, mais je n'allais pas laisser cela me ruiner. Plus tard, j'ai appris qu'il n'avait pas lésiné sur les dépenses pour le mariage de Nina et qu'il avait engagé des artistes et des acteurs populaires pour que ce soit un événement grandiose. Le temps a passé et la vie ne s'est pas arrêtée pour moi non plus. Félix m'a demandé en mariage, et tout d'un coup, je me suis retrouvée à planifier mon propre mariage. Rien d'extravagant, mais plein d'amour et de sincérité. J'ai appelé papa pour lui annoncer la nouvelle. Il était ravi. Amélie, c'est merveilleux. Bien sûr que je serai là, je ne manquerai ça pour rien au monde, a-t-il dit avec une voix débordante de bonheur. Encouragé par la réaction de mon père, j'ai fait une dernière tentative pour réduire la distance avec ma mère.
J'ai composé son numéro et mon cœur s'est accéléré pendant que j'attendais qu'elle décroche. Maman, je vais me marier. Je veux que tu viennes, lui dis-je en retenant mon souffle. Sa réponse a été aussi froide que la brise hivernale. Non, Amélie, je ne suis pas intéressée à assister à une modeste réunion de perdants. Ne compte pas sur moi. J'ai avalé difficilement, luttant contre la douleur. D'accord, maman. Prends soin de toi, dis-je et j'ai raccroché, sachant que ce serait probablement la dernière fois que je l'inviterais dans ma vie. Le jour de notre mariage était simple mais magnifique. Papa m'a accompagné jusqu'à l'hôtel et sa présence m'a réconforté. La salle était pleine de sourires sincères et de félicitations honnêtes, un contraste marqué avec la grandeur et la froideur du spectacle du mariage de Nina. Notre réception modeste était pleine de rires, de danse et d'histoires. Félix et moi avons partagé des moments avec des amis et de la famille qui nous aimaient pour ce que nous étions, pas pour l'argent ou le statut. La vie allait bien et Félix et moi étions ravis d'attendre notre premier enfant. Puis, un après-midi comme les autres, le téléphone a sonné et la voix à l'autre bout de la ligne a bouleversé ma journée. C'était maman, et elle n'appelait pas pour me féliciter. « Amélie, tu dois nous accueillir. Nous sommes désespérés », a-t-elle lâché sans même saluer. « Maman, que se passe-t-il » demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas le savoir. Tout a mal tourné. L'entreprise de Sven a échoué, nous avons hypothéqué la maison pour le mariage de Nina et maintenant tout a disparu. Et le mariage de ta sœur est terminé, son mari l'a mise dehors et lui réclame de l'argent pour l'avoir trompée. M'a-t-elle expliqué précipitamment d'une voix paniquée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de traiter le flot d'informations. D'accord, plus doucement. Qu'est-ce que tu me demandes exactement ? Nous avons besoin d'un endroit où rester. Nous allions tous venir chez toi, a-t-elle affirmé naturellement, comme si c'était la solution la plus évidente. La demande, ou plutôt l'exigence, m'a frappé de plein fouet. Non, maman. Tu ne peux pas simplement décider de t'installer chez nous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amélie, tu nous le dois, après tout ce que nous avons fait pour toi, me répliqua-t-elle d'une voix aiguë et autoritaire. Cela m'a touché au vif. Oh, toi, maman, te souviens-tu de comment tu étais quand j'avais le plus besoin de toi ? Tu m'as chassé, tu as tout préféré à moi, et maintenant tu attends que je t'ouvre les portes. Elle a haussé le ton. Tu es égoïste, Amélie. Où est ton esprit de famille ? Je suis ta mère. Et tu ne m'as jamais laissé l'oublier, mais être mère ne signifie pas ce que tu crois. Il ne s'agit pas de dette et d'exigence, lui ai-je répondu fermement. Sa fureur était palpable, même à travers le téléphone. Tu le regretteras, Amélie. Je pourrais même te traîner devant les tribunaux pour obtenir ce que je mérite. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, mais c'était plus par incrédulité que par autre chose. Basigriega, esaye, maman. Rappelle-toi que papa était mon tuteur quand tu m'as chassé. Qu'est-ce que tu vas prétendre ? Que ta fille ne te laissait pas vivre dès l'après que tu l'aies mise dehors. Il y a eu une pause, et j'ai presque pu l'entendre réfléchir. Ce n'est pas fini, Amélie, a-t-elle finalement sifflé avant de raccrocher. La vie après le dernier appel avec maman ressemblait à un nouveau départ, un véritable nouveau départ. Félix et moi étions occupés à préparer la chambre du bébé, à choisir des couleurs de peinture, à monter le berceau et à gérer les hauts et les bas habituels de la grossesse. C'était un vendredi matin tôt et je pliais les vêtements de bébé que nous venions d'acheter, les rangeant soigneusement dans la nouvelle commode. Félix était en train de percer quelque chose dans un coin, le tournevis électrique bourdonnant. Il s'est arrêté, s'est essuyé le front et m'a regardé avec un sourire. « Comment ça va par là, Amélie ? Tu as besoin d'aide ? » « Ça va, merci. Je pense juste à tout, tu sais ? Vraiment, répondis-je, en passant ma main sur un petit body doux. Oui, nous allons devenir parents, Amélie, dit-il avec une voix pleine d'émerveillement et un peu d'excitation nerveuse. À ce moment-là, on a frappé à la porte. J'étais surprise. Qui pouvait être là un vendredi si tôt ? Félix est allé répondre pendant que je continuais à organiser. J'ai entendu des voix et puis il a crié. « Amélie, c'est pour toi. » En entrant dans le salon, j'ai été surprise de voir mon père debout avec un grand sourire sur le visage et un ours en peluche dans la main. « Surprise !» s'est exclamé papa. « Que fais-tu ici ?» Je n'ai pas pu cacher ma joie et j'ai couru lui donner un gros câlin. Je voulais venir voir comment allait ma fille préférée,
et j'ai apporté quelque chose pour mon futur petit enfant. Il m'a tendu l'ours en peluche, qui était doux et câlin. Merci, papa. Ça signifie beaucoup pour moi que tu sois ici, dis-je, un peu ému. Nous nous sommes assis et papa a regardé les meubles à moitié montés et les piles de livres pour bébé. Il semble que vous soyez presque prêt pour le petit. Nous essayons, mais nous sommes excités, lui dis-je, puis je fis une pause, me mordillant la lèvre. Papa, j'ai reparlé à maman. Ça ne s'est pas bien passé. L'expression de papa est devenue sérieuse. Elle me l'a dit. Ta mère n'était pas très contente, n'est-ce pas? Non, ça ne lui a pas plu. Mais, papa, je suis resté ferme. Je devais le faire pour moi, pour Félix et pour le bébé. Nous avons besoin de paix ici, dis-je fermement. Nous avons passé la journée à partager des anecdotes, avec papa nous donnant quelques conseils parentaux non sollicités mais amusants, et simplement à profiter d'être ensemble. C'était une bonne journée, une de ces journées dont on se souvient avec tendresse. Quand le soleil s'est couché et a peint le ciel en orange et rose, papa, Félix et moi étions assis sur le porche, avec une douce brise qui agitait les feuilles. Félix m'a prise dans ses bras et je me suis appuyée contre lui. Malgré tout ce qui s'est passé avec maman et tout le drame, je me sens chanceuse que nous nous soyons retrouvés et que nous soyons sur le point de commencer cette incroyable nouvelle étape. J'ai le sentiment que ça va être génial, dis-je en regardant la lumière déclinante. Félix m'a embrassé sur la tête. Ça le sera. Nous y arriverons, Amélie. Quand la nuit est tombée et que papa a dit au revoir, j'ai ressenti une profonde satisfaction et une préparation pour ce qui allait venir. Les difficultés avec ma mère et l'incertitude des nouveaux départs avaient été dures, mais elles m'avaient conduite à ce moment, entourée d'amour et de soutien. Alors que je me détendais sur le porche, avec Félix à mes côtés et la douce brise caressant mon visage, je ressentais une sérénité que je n'avais pas éprouvée depuis des années. C'était comme si le poids de mon passé avait enfin commencé à s'estomper, remplacé par l'anticipation de l'avenir. Pourtant, je savais que les fantômes du passé ne disparaissent pas si facilement. Néanmoins, je me suis promis de profiter de ce moment, entouré d'amour et avec l'excitation de l'arrivée de notre premier enfant. À mesure que le temps passait, la vie s'est concentrée sur la préparation de notre maison pour le bébé. Félix et moi passions nos après-midi à choisir des jouets et à peindre la chambre avec des couleurs douces et accueillantes. Le bonheur était palpable, bien qu'une inquiétude persistante demeure dans mon esprit, un rappel constant de la dernière conversation avec ma mère. Un jour, alors que nous étions dans un magasin de meubles à la recherche d'une chaise berçante pour la chambre du bébé, Félix prit ma main et me regarda dans les yeux. « Amélie, dit-il doucement, je sais que tu es préoccupée par ce qui s'est passé avec ta mère. As-tu pensé à lui parler de nouveau ?» Je soupirai, regardant un point fixe sur le sol. « J'y pense, Félix. » Mais je ne sais pas si je suis prête à la confronter à nouveau. Je finis toujours par être blessée. Félix serra ma main fermement. Je sais. Mais je sais aussi que tu es forte. Et si tu sens que c'est la bonne chose à faire, je suis là pour te soutenir. J'acquiesçai lentement, considérant ces mots. Il y avait quelque chose en moi qui voulait arranger les choses, trouver un moyen de fermer ce chapitre de ma vie. Peut-être, pensais-je, que je pourrais essayer une dernière conversation. Le lendemain, pendant que Félix était au travail, j'ai décidé de l'appeler. Mon cœur battait rapidement alors que je composais son numéro. Elle a répondu après quelques tonalités, sa voix semblait fatiguée et un peu brisée. « Amélie » répondit-elle. « Maman » commençai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais imaginé. « Je veux juste parler. Je ne veux pas me disputer. Je sais que nous avons eu beaucoup de désaccords, mais je suis sur le point de devenir mère et j'aimerais que mon enfant connaisse sa grand-mère. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Finalement, elle parla, mais sa voix n'avait pas la dureté habituelle. « Amélie, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Des choses que je ne t'ai jamais racontées. » Je restai silencieuse, attendant qu'elle continue. Jamais auparavant elle n'avait montré d'intérêt à partager quoi que ce soit au-delà de la façade qu'elle avait toujours maintenue. « Ton père et moi, notre mariage n'a jamais été ce qu'il semblait être. Il était différent de ce que tu imagines, » dit-elle avec un soupir, comme si elle révélait un secret bien gardé. Quand nous nous sommes mariés, tout semblait parfait, mais peu à peu, il a changé. Il est devenu distant, comme si son amour pour moi avait disparu. Je ne savais pas quoi dire.
Mes souvenirs de mon père avaient toujours été chaleureux et affectueux, totalement opposés à ce qu'elle décrivait. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela avant ?» demandai-je doucement. « Parce que je ne voulais pas que tu le détestes, avoua-t-elle. Je sais que tu l'aimais beaucoup, et je ne voulais pas gâcher ses souvenirs pour toi. Mais j'avais besoin que tu saches que quand je l'ai quitté, je l'ai fait pour moi-même. J'avais besoin de trouver mon propre bonheur. » C'était une révélation que je n'avais jamais imaginé entendre. Y avait-il d'autres choses que je ne savais pas sur ma propre famille? Et puis, comme si un voile avait été levé, j'ai réalisé quelque chose qui était resté caché à la vue de tous. « Maman, dis-je avec prudence, y a-t-il autre chose que tu ne m'as pas dit ?» Elle hésita avant de répondre. « Amélie, ton père, avant que tu ne naisses, il avait une autre famille. » Mes pensées s'arrêtèrent net. « Quoi? Une autre famille? Comment est-il possible que je n'ai jamais su cela? » « Il ne voulait pas que tu le saches, répondit-elle, sa voix plus calme maintenant. Il pensait que te protéger de son passé était la meilleure chose à faire. Mais cette famille, ils ne se sont pas séparés en bons termes. Il y avait beaucoup de problèmes. Et moi, je l'ai su après notre mariage. Je voulais te tenir à l'écart de tout cela. » Soudainement, tout commença à faire sens. Le comportement réservé de ma mère, son anxiété constante et son insistance à me protéger. Mais il restait encore beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit à ce sujet? Pourquoi as-tu toujours été si dur avec moi? Je suis tellement désolée de t'avoir blessée, Amélie. J'ai vraiment cru que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour toi, que je te protégeais de toute la douleur que j'ai moi-même ressentie. Avoua-t-elle avec une voix qui semblait porter le poids des années de secrets et de ressentiment. Je me suis trompée. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Il me fallut un moment pour assimiler tout ce que je venais d'entendre. Je n'aurais jamais imaginé que ma famille ait un passé aussi compliqué. Mais en même temps, quelque chose dans sa voix me fit sentir qu'elle était enfin honnête avec moi. « Merci de me l'avoir dit, maman, dis-je, avec plus de douceur que je n'en ressentais. Je te remercie de m'avoir dit la vérité. J'espère que nous pourrons repartir à zéro, dit-elle, sa voix pleine d'un espoir fragile. J'aimerais faire partie de la vie de ton enfant, si tu me le permets. » Je soupirai, ressentant un mélange d'émotions. « Maman, je veux que mon enfant connaisse sa grand-mère, mais j'ai aussi besoin de temps pour digérer tout cela. Ce ne sera pas facile, mais nous pouvons essayer. » Après avoir raccroché, je restai assise en silence, essayant de comprendre tout ce que j'avais appris. Le passé avait toujours été présent, comme une ombre qu'on ne pouvait ignorer. Mais maintenant, avec ces nouvelles découvertes, il ressemblait davantage à un puzzle qui commençait à se mettre en place. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Félix. Il m'a écouté patiemment, sans m'interrompre, alors que je détaillais chaque partie de la conversation avec ma mère. « C'est beaucoup à assimiler, admit quand j'eus terminé. Mais je suis fier de toi pour avoir ouvert cette porte. Parfois, guérir signifie affronter des choses que nous préférerions ignorer. » J'acquiesçai, sachant qu'il avait raison. Peut-être que c'était l'occasion de guérir de vieilles blessures et de reconstruire des ponts qui avaient été brûlés depuis longtemps. Les jours passèrent et petit à petit, je commençai à envoyer des messages à ma mère, de petits pas pour garder le contact. Félix et moi continuions à tout préparer pour l'arrivée du bébé, et la vie semblait retrouver un nouvel équilibre. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que ma mère avait dit sur l'autre famille de mon père. Qui était-il? Était-il encore quelque part? Un après-midi, j'ai décidé d'enquêter davantage. J'ai commencé à chercher dans les anciens albums photos de mon père, espérant trouver un indice. Après des heures de recherche, j'ai trouvé une photo que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Mon père avec une femme et 2 jeunes enfants. Tous souriaient, et mon père avait l'air aussi heureux que jamais. J'ai décidé de montrer la photo à ma mère lors de notre prochain appel. « Maman, dis-je, j'ai trouvé une photo de papa avec une femme et 2 enfants. Est-ce qu'ils sont ?» Il y eut un silence avant qu'elle ne réponde. « Oui, ce sont eux. C'est sa famille précédente. Les enfants sont tes demi-frères. » Demi-frères. L'idée me frappa comme un éclair. J'avais des frères que je n'avais jamais connus, des personnes qui partageaient mon sang et dont je ne savais absolument rien. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que j'avais des frères ?» demandai-je, essayant de rester calme. « Parce que je ne voulais pas que cela t'affecte, que tu te sentes moins aimée ou moins importante pour lui, répondit-elle. Il a toujours voulu te protéger,
mais il essayait aussi de protéger son propre passé. Je ressentis un mélange d'émotions, confusion, curiosité, et une sorte de douleur sourde. Je veux les rencontrer, dis-je finalement. Je veux savoir qui ils sont. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Amélie. Nous ne savons pas comment ils réagiront, avertit ma mère. Je sais, répondis-je avec fermeté, mais je pense que j'ai le droit d'en savoir plus sur ma famille. Ma mère acquiesça lentement de l'autre côté du téléphone. Je comprends, Amalie. Je veux juste que tu sois prudente. Nous ne savons pas comment ils pourraient réagir. Beaucoup d'années ont passé, et les gens changent. Je sais, maman. Mais je pense que c'est un risque que je suis prête à prendre. Je veux connaître cette partie de ma vie qui m'a été cachée pendant si longtemps. Il fallut quelques jours avant que je me sente prête à franchir l'étape suivante. J'ai demandé à ma mère le nom complet de mon père et de la femme sur la photo, espérant que je pourrais trouver quelque chose. Après quelques recherches en ligne et quelques appels, j'ai finalement trouvé une adresse qui semblait être la leur. J'étais nerveuse en écrivant une lettre, expliquant qui j'étais et pourquoi je voulais les rencontrer. J'ai essayé d'être aussi honnête et directe que possible, sans paraître envahissante. Quand j'ai terminé, j'ai demandé à Félix de la lire. Je pense qu'elle est parfaite, dit Félix après l'avoir lue. Elle est sincère et respectueuse. Si quelqu'un recevait ça, il pourrait sentir l'honnêteté avec laquelle tu as écrit. Avec son soutien, je l'ai envoyé. Et ensuite, il ne me restait plus qu'à attendre. Les semaines passèrent lentement. Chaque jour, je vérifiais la boîte aux lettres, espérant une réponse. Enfin, un jour, une lettre est arrivée. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais. En lisant les premières lignes, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Cher Amélie. Merci de nous avoir contactés. Votre lettre a été une surprise, mais elle nous a également remplis de curiosité. Nous avons toujours su que notre père avait une autre famille, mais nous n'aurions jamais imaginé entendre parler de l'un de ses enfants un jour. Nous serions ravis de vous rencontrer. Nous savons que cela peut être compliqué, mais nous pensons que c'est quelque chose que nous devons faire pour nous tous. Veuillez nous dire quand et où vous aimeriez vous rencontrer. Nous espérons pouvoir construire une relation à partir de cela. Avec affection, Léna et Victor. Des larmes remplissaient mes yeux. J'avais 2 demi-frères, Léna et Victor, et ils étaient prêts à me rencontrer. Mon esprit était rempli de possibilités et d'incertitudes. Comment serait-il? Comment nous sentirions-nous en nous voyant pour la première fois? J'ai montré la lettre à Félix, et il m'a serré fort dans ses bras. C'est un grand pas, Amélie. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Nous avons décidé d'organiser la rencontre dans un parc tranquille, où nous pourrions parler sans précipitation. Le jour venu, mes nerfs étaient à vif. Felix may accompagner me so tenant. En arrivant au parc, j'ai vu une femme et un homme qui semblaient me chercher. Ils tenaient dans leurs mains une copie de la lettre que je leur avais envoyée. En les voyant, j'ai su que c'était eux. Nous nous sommes approchés lentement, et mon cœur battait fort. Léna et Victor, demandai-je, avec une voix légèrement tremblante. La femme hocha la tête, avec un sourire chaleureux. Oui, et vous devez être Amélie. Oui, c'est moi, répondis-je, essayant de ne pas trop montrer mes émotions. Nous nous sommes regardés quelques instants en silence, comme si nous essayions de nous reconnaître dans les visages des uns et des autres. Finalement, Victor parla. C'est étrange, n'est-ce pas, de sentir que nous sommes de la famille, mais de ne pas nous connaître du tout. J'acquiesçai. Oui, c'est étrange, mais je suis heureuse d'être ici. Il y a tant de choses que je veux savoir. Nous nous sommes assis à une table de pique-nique proche et avons commencé à parler. Léna et Victor ont partagé des histoires de leur enfance, de la façon dont ils se souvenaient de notre père. Leurs souvenirs étaient différents des miens, peignant une image d'un homme divisé entre 2 vies, essayant d'être un bon père, mais échouant à bien des égards. Ce n'était pas facile pour nous, admit Léna, avec tristesse dans la voix. Nous avons toujours su qu'il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne nous disait jamais. Et quand nous avons finalement appris ton existence, nous avons ressenti beaucoup d'émotions. Curiosité, ressentiment, même soulagement. Je suis désolé, dis-je, me sentant coupable d'être la cause de leur douleur, même si je savais que ce n'était pas ma faute. Je ne savais rien de vous jusqu'à récemment. Si j'avais su, j'aurais essayé de me connecter plus tôt. Victor serait gentiment. Ce n'est pas ta faute, Amélie.
Je pense que nous avons tous été victimes des décisions des adultes. Mais nous sommes ici maintenant, et c'est ce qui compte. À mesure que nous parlions, les barrières ont commencé à s'effondrer. Nous avons découvert que nous avions plus en commun que nous ne l'avions imaginé, des petits gestes au goût similaire. Léna a même mentionné qu'elle attendait aussi un bébé, ce qui signifiait que nos enfants pourraient grandir en sachant qu'il était cousin. C'est curieux, réfléchit Léna, de penser que nos enfants sauront quelque chose que nous n'avons pas eu la chance de savoir pendant si longtemps. Ils grandiront en sachant qu'ils ont une famille plus grande qu'ils ne l'imaginent. Nous avons passé des heures à parler, à partager des histoires, des souvenirs et des rêves. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je découvrais une partie de moi qui avait toujours été cachée. Mon passé n'était pas seulement ce dont je me souvenais, mais aussi ce que je n'avais jamais su. Enfin, quand le soleil a commencé à se coucher, Léna et Victor ont pris congé, promettant de rester en contact. Ce n'est que le début, dit Victor, me donnant un câlin. Il y a encore beaucoup à découvrir et beaucoup plus de moments à partager. Alors que je les regardais s'éloigner, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. J'avais trouvé une partie de ma famille que je n'avais jamais su exister, et bien qu'il y ait beaucoup à assimiler, j'étais reconnaissante pour cette nouvelle opportunité de construire quelque chose de positif. En rentrant à la maison, Félix et moi nous sommes assis dans le salon, réfléchissant à ce qui s'était passé. « Je suis tellement fière de toi, Amélie », dit-il en me tenant la main. « Je sais que cela n'a pas été facile, mais regarde combien tu as grandi. Tu as affronté tes peurs et tu as ouvert une porte qui était fermée depuis si longtemps. » Je souris, ressentant une chaleur dans mon cœur. Oui, cela a été un long voyage, mais je sens que je suis enfin sur la bonne voie. Juste au moment où nous commencions à nous détendre, le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et vu le nom de ma mère. Mon cœur s'accéléra. « C'est maman », dis-je en le regardant. « Que dois-je faire ?» « Réponds-lui », suggéra Félix. « Quoi qu'il arrive, tu peux le gérer. » Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Salut, maman. » Amélie, sa voix semblait anxieuse. « J'ai entendu dire que tu as rencontré Léna et Victor. » « Oui, je les ai rencontrés, répondis-je, essayant de rester calme. C'était une bonne rencontre. Il y eut une pause avant qu'elle ne parle de nouveau. Je suis heureuse de l'apprendre. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à propos de la famille et des erreurs du passé. Je veux m'excuser, pour tout. Je n'ai pas été la meilleure mère, et je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais je veux essayer à nouveau, si tu me le permets. Je sentis un nœud dans ma gorge. C'était l'excuse que j'avais attendue toute ma vie. Maman, merci de dire cela. Je veux aussi essayer. Ce ne sera pas facile, mais je pense que nous pouvons y arriver. Oui, nous pouvons, répondit-elle, avec un soupir de soulagement. Merci, Amélie. Je raccrochai le téléphone et m'adossai au canapé, lâchant un profond soupir. Je regardai Félix et souris. Je crois que nous avançons enfin. Félix me prit dans ses bras, m'embrassant sur le front. Tu construis quelque chose de beau, Amélie. Je suis très fière de toi. Et ainsi, avec de nouveaux débuts à l'horizon, je savais que le passé ferait toujours partie de mon histoire, mais ne définirait pas mon avenir. J'étais prête à affronter tout ce qui viendrait, avec amour, soutien et la certitude qu'à la fin, tout irait bien. Alors que ce voyage touche à sa fin, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons traversé ensemble tout au long de cette histoire. Nous avons vu à quel point une famille peut être complexe, comment les secrets peuvent diviser, et comment l'amour peut être à la fois la chose la plus forte et la plus fragile qui soit. Mais, par-dessus tout, nous avons appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours la meilleure voie à suivre. Tout au long de l'histoire d'Amélie, nous avons appris la résilience, le courage et l'importance de faire face à nos peurs. Elle nous a montré que, même face à de grands défis et à des découvertes qui bouleversent notre vision du monde, il est possible de trouver un nouveau départ. Amélie a dû affronter des vérités qui lui avaient été cachées pendant des années, gérer des relations brisées, et pourtant, elle a trouvé la force d'aller de l'avant et de chercher la paix. Mais qu'est-ce que cette histoire nous enseigne vraiment? Quelles leçons pouvons-nous tirer pour nos propres vies? Premièrement, nous avons appris qu'il est essentiel de confronter notre passé pour vivre pleinement le présent. Nous ne pouvons pas laisser les secrets et les erreurs des autres définir qui nous sommes. Deuxièmement, nous avons vu que le pardon est un chemin puissant,
mais qu'ils ne se concrétisent pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de la patience, et surtout, de l'amour. Et, en parlant d'amour, cette histoire nous rappelle également l'importance d'aimer sans condition. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix que nous faisons chaque jour. Il est la base de toutes les relations saines et la clé pour surmonter toute adversité. Je veux vous inviter, vous qui nous avez suivis jusqu'ici, à réfléchir à ces leçons dans votre propre vie. Y a-t-il quelque chose de votre passé que vous devez affronter? Peut-être une relation qui doit être restaurée ou un pardon que vous devez offrir. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à agir. Chaque pas que nous faisons vers la vérité et l'amour nous rapproche d'une vie plus pleine et plus heureuse. Et si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez continuer à explorer plus de thèmes comme celui-ci, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ici, nous cherchons toujours à apporter des histoires vraies, émouvantes et qui nous font réfléchir aux complexités de la vie et du cœur humain. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant ce que vous avez le plus aimé ou appris avec cette histoire. Votre avis est très important pour nous et nous adorons entendre vos réflexions. De plus, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient également bénéficier de ces messages. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien, d'apprentissage et bien sûr, de nombreuses histoires inspirantes. Maintenant, j'aimerais partager quelque chose de très spécial avec vous. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du verset Jean 3h16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus connus de la Bible, et pour une bonne raison. Il nous révèle l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Un amour si profond et vaste qu'il était prêt à sacrifier son propre Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Réfléchissez un instant. Dieu nous aime tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour que nous puissions être sauvés. Ce type d'amour pur et inconditionnel ne se trouve pas facilement. Dieu nous aime dans notre condition, même lorsque nous échouons, lorsque nous nous sentons perdus ou indignes. Il nous aime d'un amour sans limite. Et cet amour est une offre gratuite, disponible pour tous ceux qui souhaitent l'accepter. Peu importe ce que vous avez fait ou qui vous pensez être, l'amour de Dieu est pour vous. Il vous voit, vous connaît, et pourtant choisit de vous aimer. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, je vous invite à faire un pas de foi. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre unique et suffisant Sauveur. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses, il suffit d'ouvrir votre cœur et de le laisser entrer. Laissez cet amour immense et transformateur de Dieu remplir votre vie. Lorsque vous acceptez Jésus, vous ne recevez pas seulement la promesse de la vie éternelle, mais aussi une nouvelle vie ici sur terre, une vie pleine de but, de paix et de joie qui dépasse toute compréhension. Si vous souhaitez faire cela maintenant, je vous invite à faire une simple prière avec moi. Vous pouvez la répéter dans votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens transformer ma vie avec ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, félicitations. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Bienvenue dans la famille de Dieu. Faites-le nous savoir dans les commentaires ou envoyez-nous un message. Nous aimerions beaucoup prier pour vous et vous aider dans cette nouvelle marche de foi. Et rappelez-vous, ici sur Histoire de la vie, vous n'êtes jamais seul. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage appelé la vie, apprenant et grandissant chaque jour, fortifiés par l'amour infini de Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. À la prochaine vidéo.